Il est 13 heures en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le 6e sommet UE-UA a pris fin hier vendredi à Bruxelles. 27 dirigeants européens et 40 chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président Alassane Ouattara, y ont pris part. Le chef de l'État a également co-présidé une table ronde en compagnie d'autres chefs d'État et de gouvernement. On en parle en début de journal. La première dame de Côte d'Ivoire, qui est aussi présente dans la capitale belge, s'est entretenue avec quelques parlementaires européens, cela en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Dominique Ouattara a ainsi pu échanger avec la vice-présidente de la Commission Développement. Plusieurs attaques meurtrières ont été menées au Mali par des djihadistes dans 4 villages de la commune de Tessid. Ce sont des hommes armés qui appartiendraient à l'État islamique dans le Grand Sahara et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui auraient mené donc ces attaques selon un élu dans son groupe. Le 6e sommet, je le disais, le 6e sommet UE-UA s'est achevé hier. 27 dirigeants européens et 40 chefs d'État et de gouvernement africains dont le président Alassane Ouattara y ont pris part à Bruxelles. Les dirigeants se sont retrouvés 2 jours autour de tables rondes thématiques pour élaborer une série de projets concrets dans tous les domaines. Retour sur cette 6e édition avec Jérôme Kofi Abolin. Ils sont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, au nombre desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réunis à Bruxelles aux côtés de plusieurs dirigeants des pays d'Europe dans le cadre du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Un sommet sur 2 jours, les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. Des tables rondes thématiques pour marquer l'ouverture des travaux. On retient celle consacrée au financement de la croissance. Cette table ronde a été coprésidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et les présidents français Emmanuel Macron, sénégalais Macky Sall, ainsi que le président du Conseil italien Mario Draghi. C'est l'occasion pour le président ivoirien Alassane Ouattara de souligner que dans un paysage financier international marqué par un resserrement des conditions, la grande partie des ressources nécessaires au financement du développement des États devrait être mobilisée essentiellement auprès du secteur privé. Ce 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne s'est donné comme objectif de faire le point de la coopération entre les 2 espaces économiques, avec surtout le lancement de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique, intitulée Global Gateway. Cela en vue de l'intensification des investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation. Et cette rencontre était inhabituelle par sa forme et exceptionnelle par son ambition. L'Union européenne a promis de débloquer le montant colossal de 150 milliards d'euros pour le développement des infrastructures sur le continent. Européens et africains affichent donc leur satisfaction. En marge de ce sommet, le président Alassane Ouattara a échangé hier à Bruxelles avec le président de la Banque européenne d'investissement, Werner Hoyer. Au centre des échanges, les excellentes relations et le renforcement de la coopération entre la BEI et la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la santé et des changements climatiques. Mahama Traoré. Cette rencontre avec le président Alassane Ouattara a permis au patron de la Banque européenne d'investissement de faire le point sur les interventions de son institution en Côte d'Ivoire et surtout d'annoncer au chef de l'État un événement que compte organiser la Banque européenne d'investissement en Côte d'Ivoire cette année. Nous souhaitons davantage investir en Côte d'Ivoire, car les conditions s'y prêtent à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la digitalisation ou la vitalité du secteur privé. Nous mettons l'emphase sur les projets liés au réchauffement climatique, car nous souhaitons remplir nos obligations dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Je crois que la Côte d'Ivoire est un partenaire idéal pour y parvenir. La Côte d'Ivoire est particulièrement importante pour nous. Non seulement nous avons un bureau à Abidjan, mais nous organisons cette année en partenariat avec la BAD le sommet Finance en commun en Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement est l'institution de financement de l'Union européenne. Elle est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, notamment pour le financement de l'action en faveur du climat.
Dominique Ouattara aussi est à Bruxelles et elle y mène de nombreuses activités. Après la société civile belge, la Première Dame, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, s'est entretenue avec des parlementaires européens, notamment avec la vice-présidente de la Commission développement et les commissaires à la justice et au marché intérieur. Et bien entendu, les discussions ont porté sur la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Toujours, Mahama Traoré. Accompagnée des ministres en charge des eaux et forêts et de la protection sociale, la Première Dame Dominique Ouattara a échangé avec la présidente de la Commission développement du Parlement européen, Dr Pierrette Herzberger Fofana. Pendant plus d'une heure de temps, les deux parties ont épluché les problématiques liées à la politique forestière en Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie des paysans. Les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire dans tous ces domaines ont été portés à la connaissance de la parlementaire européenne. Parfois, nous préparons ici des sujets, nous discutons et on ne tient pas compte de certains paramètres parce que lorsqu'on parle de la déforestation, sans tenir compte des problèmes sociaux que l'on pourrait provoquer sans le vouloir, alors que nous sommes bien intentionnés ici en Europe lorsqu'on prépare tous ces sujets-là. Et c'était assez intéressant de savoir que si seulement on pouvait doubler la part que les agriculteurs reçoivent de 5% à 10%, que la lutte contre la pauvreté, en fait, serait réussie. Saisissant une fois de plus cette occasion, Dominique Ouattara a plaidé la cause de la Côte d'Ivoire dans son combat pour l'élimination du travail des enfants. Je pense que mon message a été entendu et nous avons rencontré donc Madame la parlementaire qui a été très sensible au message, notamment au message de la rémunération des paysans. Et en tant que parlementaire européenne, elle va essayer de nous faire passer, si c'est possible, des lois pour garantir le travail de nos paysans. Et ça, c'était très, très important. Et je la remercie d'être venue à notre rencontre. Avant cette rencontre, la Première Dame a échangé avec les commissaires européens à la justice et au marché intérieur. Tous ont été invités à visiter la Côte d'Ivoire pour s'enquérir des réalités en matière de lutte contre le travail des enfants. On va refermer ici le chapitre à Bruxelles et on rentre en Côte d'Ivoire. Direction la primature où le directeur général de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a été reçu par Patrick Hachi. Sidi Ould Tah est allé réaffirmer au Premier ministre l'engagement de son institution à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique des logements sociaux. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, finance les économies des pays arabes et africains à travers son fonds pour le développement. Ce vendredi à la primature, elle s'est engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son programme de logements sociaux. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique accompagnera le gouvernement pour la mise en œuvre des engagements de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara en matière de logements sociaux. Donc des ressources conséquentes seront mobilisées par la Banque, mais aussi par ses autres partenaires du groupe de coordination arabe des institutions financières arabes. Le directeur général a aussi félicité les autorités ivoiriennes pour la relance vigoureuse de l'économie au lendemain de la pandémie à coronavirus. À leur suite, le Premier ministre Patrick Hachi a accordé une audience au secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique qui organise en mai prochain au Kenya le 9e sommet d'Africity. Les Africains doivent s'échanger entre eux pour inventer le modèle de développement qui leur convient. Et il faut commencer par le niveau local, parce que le développement est local ou n'est pas. Il faut avoir un modèle plus économe en carbone, plus soucieux de l'équilibre entre les êtres humains et les autres espèces dans la nature, et plus soucieux de relocalisation des activités économiques au plus près des producteurs et des consommateurs. Et quelque part, c'est la discussion de base qu'on aura à Africité, à Kisumu. Autour du thème, le rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le sommet prévoit le renouvellement de ces instances.
L'heure est au bilan à la direction générale du portefeuille de l'État. C'est à l'occasion d'un séminaire qui se tient dans un complexe hôtelier de la commune de Cocody. Les travaux ont démarré jeudi en présence du ministre Moussa Sanogo et de notre reporter Jean-Jacques Kwameala. Son compte rendu. Avec 144 actions finalisées sur un total de 217, soit un taux de réalisation de 66% pour l'année 2021. La direction générale du portefeuille de l'État veut passer à la vitesse supérieure. C'est le sens de ce séminaire bilan. Il s'agira, au cours des 2 jours que va durer ce séminaire, non seulement de dresser le bilan de nos activités, mais également d'évaluer la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie 2021-2025 en appréciant les progrès réalisés ainsi que les difficultés rencontrées. Des résultats positifs de ce séminaire bilan de la Direction générale du portefeuille de l'État, le ministre Sanogo Moussa y accorde une place de choix. C'est pour cela qu'il a donné des directives. Il s'agit notamment de la finalisation du cadre de prévision des ressources des entreprises publiques. Et c'est un point qui me tient à cœur, puisque nous sommes pour le moment surtout consommateurs de ce que les entreprises nous font parvenir. Et nous devons donc être capables de challenger ces différentes propositions. Je soulignerai aussi le renforcement des systèmes d'information de la DGPE et aussi l'optimisation des délais de mise en œuvre du plan d'audit des entreprises publiques, ainsi que le renforcement du suivi des recommandations. Toutes ces réformes permettront d'élaborer la stratégie quinquennale 2021-2025 de la Direction générale du portefeuille de l'État, direction sous tutelle du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. On en vient maintenant à cette rencontre entre l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, et la CGLU, la délégation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. C'est une réunion qui a pour objectif d'élaborer un plaidoyer sous-régional afin d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout contribuer à une unité africaine à partir de ces territoires. Les détails avec Jean-Marc Djadji. Une stratégie commune pour accélérer le développement local et urbain. Un choix que veulent concrétiser les élus et leaders de collectivités territoriales de Côte d'Ivoire et d'Afrique à travers un caucus ouest-africain. Une initiative de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire est supervisée par le secrétariat général de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique. Cette étape sonne comme un avant-goût du sommet Africité 9 devant se tenir du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya. Chaque région doit dire quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées et comment échanger autour de ces problèmes. Et deuxièmement, on va renouveler les instances de nos organisations, le réseau des femmes élus locales, le réseau des jeunes élus locaux et les instances de CGLU Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux problématiques que nous avons liées à la sécurité, liées à la pandémie de la maladie à coronavirus et à toutes les menaces dans notre sous-région, nous avons besoin de mettre ensemble nos énergies. Les institutions gouvernementales invitent les élus locaux à se pencher sur les préoccupations liées à l'urbanisation et à mutualiser leurs efforts. Je voudrais donc vous encourager afin de pouvoir produire un document consistant dans le cadre de l'agenda 2030 du Sénat. Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique devant la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine sera le thème du sommet Africité 2022. Un reportage de Jean-Marc Djadji. On passe à l'actualité Covid. Zéro mort de Covid hier en Côte d'Ivoire. Un soulagement. C'est d'ailleurs ainsi depuis quelques jours, depuis mardi précisément. Vivement donc que ça dure encore et encore. Le pays en déplore déjà tant. 791 morts. 31 nouveaux cas ont été enregistrés pendant que 31 autres patients ont recouvré la santé hier. On compte à ce jour 81 322 malades depuis la survenue de la pandémie.
Eux ont servi l'INFAS pendant des dizaines d'années. Ils sont au nombre de 13 et là, ils font valoir leurs droits à la retraite. L'Institut national de formation des agents de santé les a célébrés en guise de remerciement pour leur dévouement, leur loyauté et leur abnégation au travail. Walter Amadou Ouattara a assisté à la fête. À travers ces pas de danse, ils sont visiblement heureux de faire valoir leur droit à la retraite. Au nombre de 13, c'est désormais ex-enseignants de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, ont exercé au moins 15 ans pour certains ou environ 30 ans pour d'autres. La direction de l'INFAS a tenu à les célébrer et ces retraités se sentent honorés. Ça nous va droit au cœur. Je viens toujours de prendre la retraite après avoir enseigné pendant 26 ans à l'INFAS. L'INFAS m'a laissé un très bon souvenir. Parce que durant tout le temps que nous avons enseigné ici, vous savez que dans tout lieu où vivent les êtres humains, il y a toujours des problèmes. Mais nous avons toujours réussi à surmonter tous ces problèmes et à faire en sorte que le fonctionnement du service ne s'arrête pas. Mon conseil aux plus jeunes, c'est d'être tolérant. Sur la base de leur expérience acquise dans la pratique du métier, la directrice de l'INFAS sollicite le mentorat auprès de ce personnel à la retraite. C'est d'autant plus qu'au sein de l'INFAS, nous avons une insuffisance de personnel. Et donc ces personnes qui vont à la retraite peuvent encore apporter leur contribution. Et on a vraiment particulièrement besoin d'eux sur les terrains de stage. Et en cela, on leur dit merci pour tout ce qu'ils ont fait, mais on leur demande encore merci de revenir pour continuer l'activité pour ceux qui sont valides. Créé par décret en octobre 1991, l'INFAS est un établissement public. Il forme chaque année environ 2000 étudiants. Pour l'année 2022, cette école consacrée à la formation dans le domaine de la santé compte 315 personnels administratifs, enseignants et techniques. Du côté de l'INPHB à Yamoussoukro, l'heure est à la signature de partenariats, des conventions signées par la direction générale de l'établissement pour une formation de qualité des étudiants. La dernière signature en date s'est faite avec le groupe Halliburton. C'est une coopération pédagogique et technique avec le groupe dans les domaines du pétrole, des mines et de la géologie. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Signature de convention de coopération pédagogique et technique entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et le géant mondial de l'énergie Halliburton. Une convention qui dégage 9 grands axes dont l'essentiel se résume à la formation et à l'emploi des meilleurs étudiants de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie et l'École supérieure des mines et géologie. Un atout majeur pour les deux partenaires. Aujourd'hui, avec la découverte du gisement baleine, la Côte d'Ivoire va amorcer une nouvelle phase de son développement, cette fois-ci dans le secteur pétrolier, et aura besoin de ressources et de main-d'œuvre qualifiée de haut niveau. Donc, nous avons l'École supérieure du pétrole et de l'énergie qui vient spécialiser en fait les jeunes Ivoiriens dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Et nous avons beaucoup d'entreprises, donc le groupe Eni qui est à l'origine de la découverte de ce gisement, mais également tout le secteur pétrolier avec des entreprises telles que Halliburton qui accompagnent justement la filière d'exploration et d'exploitation dans le domaine du pétrole. Au sein de l'INPHB, on a un master spécialisé qui se déroule en collaboration avec l'Institut français du pétrole qui permet de former sur l'amont et l'aval pétrolier. Cet établissement a été lancé grâce au leadership du ministre Abdrahmane Cissé. Halliburton est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et services pour les besoins en constante évolution de l'industrie énergétique. Il est présent dans 70 pays. L'INPHB, c'est donc l'école des cracks, une école de référence que rêvent d'intégrer la plupart des élèves de Côte d'Ivoire. Ceux du collège moderne de Doropo, eux, sont de plus en plus dans les conditions pour réaliser ce rêve. Leur établissement vient de bénéficier d'un préau où ils peuvent se poser et étudier, un cadre d'apprentissage qui vient d'être inauguré en présence de notre correspondant Herman Niamia. Le collège moderne de Doropo, désormais doté d'un préau. C'est une volonté des élèves longtemps exprimée qui vient de se réaliser.
L'acte a été posé par Abdoulaye Lamine Dambélé, cadre de Doropo. Ce préau vient offrir un cadre d'études et de divertissement aux 1200 élèves qui avaient du mal à trouver un endroit propice pour réviser les cours aux heures creuses. Vous venez de nous apporter un grand soulagement par la construction de ce préau. Nous sommes tous conscients que la construction de ce préau au collège moderne de Doropo contribuera au grand bonheur des élèves que nous sommes et servira également d'espace d'entente et de recueillement pendant les heures creuses. Le donateur de ce préau qui porte le nom de la ministre Nialé Kaba, lui-même ancien élève à Doropo, veut contribuer à sa manière à l'éclosion de nouveaux cadres dans la région du Bunkani. Ce village-là qui m'a permis d'être ce que je suis. Et la seule façon d'être reconnaissant à ce village, c'est de leur faire un retour de l'ascenseur. Et comme je ne peux pas distribuer de l'argent à chaque villageois, donc je me fais fort de poser des actions sociales pour que chaque enfant de ce village en bénéficie. Chers donateurs, que Dieu vous bénisse et que tous les élus et cadres de la région du Bunkani suivent votre exemple. Le proviseur du collège moderne de Doropo, tout en se réjouissant que sa doléance ait trouvé une oreille attentive, souhaite aussi que l'établissement soit clôturé et doté d'une bibliothèque. Une requête à laquelle le président du conseil régional du Bunkani entend donner une suite favorable. Nous battons tous les jours contre les cabris ici, les cabris, les bœufs. Le parc animalier est à moins de 100 mètres. C'est devenu donc le passage de la population alors qu'on est en train de faire court. Donc tout cela n'est pas fait pour la sérénité au niveau de l'établissement. Nous sommes conscients de nos besoins et nous sommes à la tâche. Bientôt, vous serez donc appelés ici pour l'inauguration de ce qu'il faut. Outre ce préau, Abdoulaye Lamine Dambélé a déjà offert à cet établissement des ouvrages scolaires, des ordinateurs, une sirène et il a aussi récompensé les meilleurs élèves. Doropo, c'est donc dans la région du Bunkani, district du Zanzan. Nous allons y rester sur place, donc dans le département de Nation cette fois. Nation, le taux de scolarisation est faible, mais les choses ont commencé à changer. Et dans les villages de Farako et Gansé, par exemple, le déclic est arrivé il y a déjà quelques années. Grâce au projet PAPS, les enfants sont de plus en plus scolarisés. Le PAPS, c'est le projet « Mon enfant apprend mieux à l'école ». La localité abrite même la toute première école pré-primaire en expérimentation en Côte d'Ivoire. Et le taux de réussite y est fortement appréciable. On va voir cela avec Eugène Atoubé. Le trait oblique, on ajoute le rond et on ajoute la canon 2. La scène se passe dans une salle de classe à l'école primaire de Farako, village de la sous-préfecture de Nation. Ce matin, l'activité porte sur la formation des lettres de l'alphabet. La canne 2, le trait oblique. Les apprenants ont entre 2 et 5 ans. Tout de l'effectif du décor intérieur comme extérieur et de l'enseignement indique que nous sommes au préscolaire. Cette classe et les 2 autres que compte l'école de Farako sont pour les parents d'élèves de cette localité un soulagement. Dans les débuts, ça n'allait pas. Parce que les enfants qui quittent à la maison pour venir au pré-primaire, ils n'arrivaient pas à s'exprimer en français. Il y a eu assez d'amélioration. Ça va, ils arrivent à attraper le stylo, la craie, ils arrivent à tourner leurs doigts, ils arrivent à écrire. Ils arrivent à s'exprimer librement. À Farako, pourtant, on ne parle pas de préscolaire, mais de pré-primaire, selon l'esprit PAPS, pour désigner les classes de maternelle. Une pré-primaire en expérimentation, dont l'existence quelques années plus tôt était inimaginable pour les populations de Farako. Farako, village pilote du projet, et nombreuses localités du département de Nation, comme toute la région Bunkani du reste, ont fait d'énormes progrès en matière de scolarisation. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les parents sont pleinement impliqués dans l'action éducative. Nous, les jeunes, on est là, on anime le projet, on encadre les enfants. Ainsi de suite, l'année prochaine, ils vont au maternel. On continue de leur dire de jouer leur partition. Quand tu t'assois à côté de l'enfant et tu lui dis il faut lire, même tu ne comprends pas, ta présence là, ça peut le pousser à agir. À force de répéter, il prend l'habitude d'étudier. On continue d'expliquer aux parents le bien fondé de l'école. Direction Gansé, un autre village dans le département de Nation. L'école est une fierté pour les populations.
Le projet d'amélioration des services éducatifs PAPS y a construit un bâtiment de 3 classes, CP1, CP2 et CE1, des classes auxquelles s'ajoute une école maternelle. Les parents d'élèves de Gansé font preuve d'engagement pour la bonne marche de l'école dans le village. C'est nous-mêmes qui aident les enfants pour aller à l'école. On s'en va chercher leur maman. Il ne faut pas que les enfants restent au village. Je me suis engagé à encourager mes collaborateurs à faire mieux, à s'engager. Parce que le projet Mon enfant apprend mieux à l'école nous a mis en mission pour que ce projet puisse réussir. L'enfant qui est à la maison doit apprendre à lire à haute voix, comme il le fait en classe. Même si le père ne sait pas lire, mais il écoute l'enfant en train de lire. Et toujours, chaque jour, quotidiennement, l'enfant vient de lire. Le projet PAPS, dans son approche, permet un meilleur apprentissage de l'enfant, autant mathématiques qu'en lecture-écriture. Il y a aussi les feux de mouche. Bientôt, les villageois mettront fin à cette pratique. Aujourd'hui, on part de la lettre son pour arriver au mot-clé, ainsi de suite. On fait une lecture syllabique. Ça a permis beaucoup d'avoir un grand nombre d'élèves qui savent lire. Il y a des techniques que le projet a envoyées qui permettent aux enfants de calculer plus facilement. L'année dernière déjà, l'école primaire de Gansé avait été classée 2e au plan régional. Le résultat de l'abnégation au travail des enseignants, motivés par la chaîne d'encadrement et à cœur d'amener les enfants à un apprentissage rapide, sanctionné par leur parfaite maîtrise des mathématiques et de la lecture-écriture, respectivement par les méthodes du déchiffrable et du décodable. Gansé, un an auparavant, était 2e. Gansé a progressé. Cette année, Gansé occupe la 1re place. La chaîne d'encadrement et notamment les conseillers pédagogiques ont fait un travail énorme. Ils se sont appropriés tout ce qu'on leur a dit concernant ce projet-là et on a atteint ces résultats-là. Donc un travail remarquable de ce conseiller-là. Un travail également remarquable des enseignants. Désormais, l'école primaire de ce village devient une référence dans l'inspection primaire de Nassian, chef-lieu de sous-préfecture. Du coup, toutes les écoles de cette circonscription éducative rêvent d'être touchées par le projet. Mon enfant apprend mieux à l'école. Pour autant, les résultats obtenus à ce jour sont en deçà des objectifs du projet. 50% indique l'inspecteur de Nassian contre 80% d'enfants qui savent lire et écrire convenablement selon les prévisions du PAPS. Farako et Gansé, les progrès de l'école. Un grand reportage d'Eugène Atoubé, chef des services société et actualité régionale. Nanan Kwao-Bilé a été roi du Diois-Blanc pendant 48 années. On dit de lui qu'il était philanthrope. Intronisé très jeune, à l'âge de 19 ans, Nanan Kwao-Bilé était considéré comme visionnaire et le développement de la région était sa principale priorité. Afin donc de marcher dans ses pas, une fondation a été mise sur pied. Elle a été présentée aux journalistes et à l'opinion nationale. Compte rendu de Wotianga Noël Danyogo, Franck Kwao et Didier Nguessan. Retracer la vie et les actions du philanthrope et ancien roi d'Anyimbelekro, Nanan Kwao-Bilé, du royaume du Diois-Blanc. Il a marqué son temps par de multiples actions de développement et la vision de sa région. Cette fondation est créée pour lui rendre hommage. C'est un moyen de nous de se retrouver avec toute la famille, les alliés, nos invités et la presse pour parler de l'homme qui a inspiré à cette fondation-là. C'est l'impact qu'il a eu sur la région. Un homme qui était visionnaire, qui a construit des infrastructures, qui avait cette passion pour l'éducation. La fondation aura une concentration pour l'éducation et l'enfance. On aura un segment qui va s'occuper de l'autonomisation des femmes. Et le troisième volet, c'est le volet culturel. Les cadres et politiques de la région témoignent. Nous sommes aujourd'hui, je peux dire, le fruit de son action. Parce que tous, autant que nous sommes, humblement, permettez que je reconnaisse à mon humble niveau que j'ai bénéficié des faveurs et de la générosité du roi Nanan Kwao-Bilé qui nous ouvrait grandement ses portes. Monarque, il fut grand, il le demeure et sa mémoire guidera longtemps encore
les pas des fils et des filles de cette région pour faire avancer le royaume. Le lancement officiel des activités de la Fondation Nanankwa Obile se tiendra le 5 mars prochain à Agnimbelekro. En titre, plusieurs attaques meurtrières ont été menées par des djihadistes entre les 13, 14 et 15 février dans 4 villages de la commune de Tessit, région de Gao, dans le cercle d'Ansongo. Nous sommes au Mali. Et ce sont des hommes armés qui appartiendraient à l'État islamique dans le Grand Sahara et au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui auraient donc mené ces attaques selon un élu d'Ansongo. Les faits se sont produits dans la zone dite des 3 frontières, un des foyers de la violence qui secoue le Sahel. L'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance de groupes armés appartenant à la nébuleuse Al-Qaïda, y sont particulièrement actifs. Merci à tous ceux qui s'activent là-haut en régie et à tous ceux qui sont ici en studio avec moi, tous ceux qui m'ont aidé à vous proposer cette édition, Arlène Poca, Stéphane Conan, Michel Mambo, Aurélia Drocula, Paul-Henri Deka, Pascaline Kwame et Mank Lassina Ouattara, sans oublier les techniciens et toute la rédaction en chef. À demain, 13h.